Ça me présenter, donc Loïc Barbeau, je suis professeur de navigation à l'école de la marine marchande sur le site de Marseille. Et à la demande de l'école, je suis aussi à mi-temps en recherche dans un laboratoire d'astrophysique à Marseille. Donc le but, c'est de faire de la recherche dans le cadre d'un doctorat, et le sujet du doctorat consiste à évaluer la faisabilité d'un capteur optique et inertiel pour la navigation d'un navire. Alors, le contexte, c'est que depuis toujours, on cherche à avoir des systèmes de positionnement qui marchent partout. Donc actuellement, il y a GPS, GPS au sens large, hein, toute nation confondue, qui donne une certaine satisfaction. Mais tous les appareils de navigation sont destinés à utiliser plusieurs appareils pour avoir toujours un moyen de secours. La carte électronique, par exemple, l'EC10, donc la version marine marchande du Zénith, elle prévoit sans arrêt un deuxième moyen de positionnement. Et actuellement, comme on n'a rien, par défaut, on laisse dans le menu déroulant, le seul choix proposé, c'est l'estime, qui intègre en fait la vitesse du loch et le cap mesuré par le gyroscope. Donc c'est pas très satisfaisant dans la mesure où c'est une erreur qui va dériver très rapidement avec le temps s'il y a un arrêt du GPS. Donc l'idée, c'était de chercher s'il y avait d'autres moyens de navigation qui aient une couverture mondiale et qui puissent offrir une précision comparable ou pas très loin de celle du GPS. Donc, il faut passer. D'accord. Alors, pour prendre un élément de comparaison, rappeler rapidement les avantages et les inconvénients du système par GPS, donc qu'il soit américain, russe, européen, chinois ou les contributions indiennes ou japonaises. L'avantage, c'est la précision, hein, on est aux alentours du mètre lors de grandeur, un peu plus quelques mètres quand on est au large. La couverture donc, mondiale, la disponibilité totale, moyennant quelques inconvénients, on va les évoquer. La cadence de l'information, plusieurs points par seconde. On peut hybrider ces systèmes avec des systèmes inertiels, ce qui permet de combler quelques fractions de secondes ou quelques secondes d'interruption. Donc ça, c'est l'environnement plutôt aviation, où dans les années 90, l'aviation civile a abandonné l'astronomie en disant on va utiliser le GPS. Et puis si on a une rupture, pas de signal pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures même, on s'impose de s'équiper de centrales inertielles qui ont des dérives très faibles, environ 1 000 nautiques par heure. Et que pendant une transatlantique, le seul moment où l'avion n'est pas contrôlé par un radar, on tolère d'avoir peut-être 5 000 à 6 000 d'erreurs à l'arrivée avant d'être repris en contrôle par un nouveau radar. Et le GPS permet de calculer la position, c'est le contrat initial en quelque sorte, mais aussi les attitudes avec des antennes un peu spécifiques. On peut mesurer cap, gîte et assiette. Et on peut aussi mesurer le temps. Aujourd'hui, le GPS sert à synchroniser les horloges du monde entier, si bien qu'on connaît bien l'intérêt du GPS pour aller à un point de rendez-vous avec sa voiture, mais dans le monde entier, on utilise aussi l'heure du GPS pour synchroniser les réseaux, les distributions d'énergie. C'est un paramètre de sécurité sur les réseaux informatiques, etc. Donc on a une très forte dépendance au-delà de la position, au temps du GPS. Et enfin, c'est bon marché, parce que pour l'utilisateur, on en a sur les montres, sur le téléphone, ça coûte pas grand-chose. En revanche, ça coûte très très cher pour la nation ou les nations qui supportent le système. Donc c'est aussi un terrible inconvénient. Et chaque année, la Cour des comptes américaine remet en cause le sujet. Ça nous coûte trop cher, il n'y a personne pour payer. Alors, parmi les inconvénients, il y a aussi la sensibilité du système GPS. Toute transmission satellitaire, c'est la radio. Donc, c'est vulnérable au brouillage. Et on a vu avec les récents conflits que le brouillage, il n'y a pas seulement les particuliers sur Amazon qui s'achètent des brouilleurs, il y a aussi les militaires qui s'en donnent à cœur joie. Et ce brouillage il peut être artificiel, mais aussi naturel. Il y a toute une zone dans l'Atlantique qui est régulièrement perturbée. Hein, ça revient plusieurs fois par jour. Et parfois, ça va jusqu'à perturber le signal GPS. Du coup, toutes les compagnies qui œuvrent dans ces zones-là cherchent un peu des plans B, des abonnements de correction supplémentaires, etc., pour corriger ces problèmes. Parce que le champ magnétique terrestre, à cet endroit-là, nous protège moins bien des rayonnements et les satellites transmettent mal. Enfin, une dépendance stratégique, l'environnement surtout militaire, mais même l'environnement marine marchande s'intéresse à cette question parce que stratégique ne sera pas seulement dépendre d'une nation, mais tout simplement de dépendre d'un système. On préférait avoir un plan B. Et enfin, si on est sensible à ce point, c'est aussi un bilan énergétique et carbone qui n'est pas forcément terrible chaque fois qu'on lance un satellite. Et Dieu sait si pour maintenir une constellation, il faut en lancer beaucoup, beaucoup. Donc, quelle alternative est-ce qu'on peut trouver pour un système de positionnement qui marche dans le monde entier, précis? Il n'y a pas grand-chose de disponible. Il y a la navigation inertielle, mais plus on veut être précis, plus c'est cher. Elle nécessite d'être recalé régulièrement.
forcément un plan B. On peut l'améliorer et réduire les zones d'erreur par des corrélations avec la bathymétrie, avec la gravimétrie, mais ça reste un moyen très cher et pas forcément de la fiabilité comparable au GPS. Après, il reste le vieux moyen, vieux comme la navigation ou les étoiles, c'est la navigation astronomique. Donc, étant passionné par le sujet, et puis comme c'est encore enseigné dans les écoles de navigation, aussi bien marine que militaire, l'idée, ça a été de voir de ce côté-là si on ne pouvait pas améliorer les choses, parce que l'inconvénient de cette navigation, c'est les considérer comme un moyen de secours. Du coup, on se contente de précision très médiocre, de disponibilité d'informations assez pauvre, alors que finalement, sur étagère, aujourd'hui, on a énormément de technologies qui nous permettraient d'améliorer tout ça. Alors, quelques rappels pour la navigation astronomique. Le but, c'est d'observer 3 étoiles. Parce que chaque fois qu'on observe une étoile, avec le sextant, on va mesurer la hauteur angulaire au-dessus de l'horizon, et ça va nous donner une ligne de position où on se trouve. Et avec 2 lignes de position, ça ressemble à des cercles, on aura 2 points d'intersection. Avec 3 cercles, on n'en aura plus qu'un. Voilà, donc ces cercles à la surface de la Terre, quand on va les représenter sur une carte marine avec les projections de Mercator, ça va donner des courbes un peu déformées. Et quand on zoome autour de l'intersection, ces cercles sont assimilés à des droites, la fameuse droite de hauteur. En termes de précision, le mille marin correspond à 1 minute d'angle depuis le centre de la Terre. Donc à la surface terrestre, cette minute d'angle devient 1 mille. Donc si on veut travailler à 30 mètres près, il faudrait avoir une précision sur la mesure qui soit de l'ordre de la seconde. On change d'ordre de grandeur. Donc gardez dans cet esprit la seconde, c'est la précision, la seconde d'angle qu'on va chercher pour avoir environ 30 mètres. Environ parce que quand on va faire plusieurs mesures et intégrer derrière le traitement, chercher des intersections, on sera plutôt aux alentours de 3 secondes, donc disons pour l'instant 100 mètres. L'inconvénient de la navigation astronomique, c'est que autant on voit bien les étoiles le jour, la nuit, autant le jour, on les voit beaucoup plus difficilement. On voit bien le soleil, mais les autres disparaissent, tout simplement parce que la lumière solaire est diffusée par la haute atmosphère, et cette lumière, ce fond lumineux, est plus brillant que les étoiles. Donc, en fait, on les voit, mais leur signal est noyé en quelque sorte par le bruit de la diffusion de la lumière solaire. Une autre contrainte, c'est que en haute atmosphère, il y a des vents qui créent des turbulences, et le résultat, c'est que les étoiles semblent scintiller dans le langage courant. Je sais pas si... Non, on n'arrive pas. Bon, c'est un film et vous ne le verrez pas parce que l'ordinateur n'arrive pas à le lire. Je n'arrive pas à le mettre en haute. Et donc, ça rajoute une erreur si on veut justement travailler à la seconde. Quand on travaille le sextant à la minute près, c'est pas très gênant. En revanche, là, ça va trembler. En fait, ça va découper la tâche de l'étoile en petits morceaux, comme un puzzle, et puis les déplacer. Donc, c'est sur un cycle de quelques dizaines de secondes, enfin dixièmes de seconde. Le résultat, c'est que le barycentre n'est pas forcément stable. Donc, ça rajoute une contrainte sur les mesures de position de l'étoile si on veut travailler à la seconde. Enfin, si on observe les étoiles le jour avec de l'infrarouge, il y a des bandes du spectre qui sont difficiles à observer. Alors, vous avez là le spectre d'absorption de l'atmosphère. Donc, dans le domaine visible, environ 0,4-0,8 microns, on voit qu'il y a une très forte absorption ou la diffusion par la haute atmosphère, ce qui crée ce bleu du ciel. Et quand on passe dans l'infrarouge, on va avoir des zones où il n'y a pas ces gros pics d'absorption liés à la molécule d'eau. Donc, entre ces pics d'absorption, ça laisse des fenêtres. Et on appelle ça des bandes spectrales, et on leur a donné des noms. Donc, les bandes J, H et K, celles du proche infrarouge. Et dans le domaine visible, on a découpé la zone visible par l'œil humain en spectre BVR pour bleu, vert, rouge. Et I, il n'est pas visible par l'œil humain, mais il est visible par les capteurs au silicium, ceux qu'on utilise sur nos téléphones, nos caméras. On va y revenir un peu après. Et donc, si on regarde en infrarouge, il faudra faire attention de bien mettre des filtres pour éviter d'être ébloui par ces pics d'absorption, parce que la lumière est absorbée, mais elle est réémise aussitôt, ce qui crée un éblouissement finalement par les molécules d'eau dans ces zones. Et enfin, à basse altitude, plus on va vers la basse altitude, plus le défi devient compliqué, parce que les aérosols, les nuages, la brume, les précipitations font des diffusions ou carrément absorbent l'énergie, donc on ne voit plus les étoiles. Donc ça fait partie des difficultés, des limites de la navigation astronomique. Quelques mots sur la lumière des étoiles. La lumière est évaluée en astronomie par la magnitude. Alors attention, c'est un calcul avec un moins et un logarithme. Donc la luminance, c'est une puissance du flux de l'étoile, est comparée à un flux de référence, c'est l'étoile Vega. Tout ça est dans un logarithme avec un facteur moins 2,5. Le résultat, c'est que la magnitude est une valeur, 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Et quand la valeur diminue ou devient négative, en fait, l'étoile est très brillante. Donc,
attention, mentalement, il faut inverser les raisonnements. Donc, à titre d'exemple, ici, l'étoile Deneb, avec sa magnitude dans la bande V, visible ou vert pour simplifier, est de 1, donc elle est assez proche de 0, l'étoile Vega. Et quand on passe en infrarouge, elle a une magnitude qui est à peu près du même ordre. Si on regarde son spectre, on voit que le maximum de luminance est dans le bleu ou l'ultraviolet. C'est une étoile qui est peu représentative, il y a peu d'étoiles comme ça dans l'univers, en tout cas celles qu'on voit depuis la Terre. En revanche, des étoiles comme Antares, il y en a beaucoup plus, elle a son maximum de luminosité dans le rouge ou l'infrarouge, et on voit que sa magnitude en visible, c'est 0,9, et par contre dans l'infrarouge, elle passe en négatif, elle est beaucoup plus brillante. Et en fait, vous avez des milliers, des millions d'étoiles qui ont leur maximum de luminosité dans l'infrarouge, qui n'ont pas de nom parce que l'humanité ne leur a pas donné de nom, ne les voyant pas, mais qui sont beaucoup plus nombreuses dans les catalogues d'étoiles. C'est-à-dire que si vous regardez, entre guillemets, en visible avec vos yeux la nuit, vous voyez 100, 1000, 10 000 fois moins d'étoiles que si vous aviez la possibilité de voir le même ciel en infrarouge. Alors on a fait des courbes en prenant dans les catalogues d'étoiles pour une magnitude donnée, donc une droite verticale, là, c'est une magnitude, par exemple magnitude 1, et on a compté dans les différentes bandes, donc celles qu'on retrouve ici, bleu, vert, rouge, et puis IJHK, le nombre d'étoiles. Donc pour une même magnitude, par exemple, si je prends 1, on aura quelques dizaines d'étoiles visibles à l'œil. Par contre, on passe à des centaines, presque des milliers, si on passe dans l'infrarouge. Donc là encore, ça plaide pour aller chercher l'observation des étoiles dans l'infrarouge plutôt que le visible. Alors, quelques mots sur les détecteurs de lumière. Il y a deux grandes familles qui sont dans ces spectres-là. C'est les détecteurs au silicium, c'est le plus connu, et puis les détecteurs d'infrarouge. Il existe plusieurs technologies, mais celle qui est la plus mature, disons, d'un point de vue technologique, c'est les détecteurs à base d'indium, arsenic et gallium. On va en parler après. Donc, concernant le silicium, il a été poussé par la grande consommation. Il permet aujourd'hui d'avoir des très hautes définitions, beaucoup de pixels, ce qui permettra de regarder des champs larges dans le ciel et de voir plusieurs étoiles. Des pixels tout petits, ce qui permet d'avoir une très bonne résolution angulaire. Température de travail ambiante, donc pas de nécessité de cryogénie ou de refroidissement. L'inconvénient, c'est que eux, ils verront les étoiles très bien la nuit, mais le jour, ils ont du mal parce qu'ils ne voient pas mieux que l'œil humain. Le bruit de l'étoile, le bruit autour de l'étoile noie son signal. Donc, ou bien on ne regarde pas le jour, ou bien on se contente du soleil, c'est ce qu'on fait avec le sextant, on fait un point par jour avec le sextant, et puis la nuit, par contre, on en fait autant qu'on veut, parce qu'on voit beaucoup d'étoiles. Ou bien, si on veut absolument faire plusieurs points par jour, la seule technique qu'on a imaginée aujourd'hui, c'est de faire la sommation d'images. Donc c'est valable pour des étoiles dont la luminosité est quand même très forte. Elles ne sont pas très loin du niveau de bruit, un peu en dessous. Et en sommant les images, on arrive à faire ressortir le signal, puisque le bruit, entre guillemets, du fond de ciel est un bruit hasardeux, chaotique. Donc, pour faire cette technique-là, il faut que toutes les images qu'on va prendre à très haute cadence, plusieurs milliers par seconde, soient alignées, parce que pendant que vous prenez les images, votre bateau, votre véhicule bouge, et puis en plus vibre, si c'est un capteur qui est en haut d'une passerelle. Donc, pour aligner ces images, il faut au préalable connaître les mouvements du capteur, et ça nécessite d'avoir une centrale inertielle avec une précision comparable. Et en fait, si le silicium est très peu cher, en fait, le problème de cette solution technologique, c'est la centrale qui est derrière, qui va devoir être très, très, très chère, parce qu'elle a des gyroscopes qui sont très précis. Et le plus cher dans une centrale, c'est pas l'accéléromètre, c'est le gyroscope. Donc c'est une solution qui aujourd'hui est envisagée par un projet qui est porté par les sociétés Safran et Sauderne. Donc Sauderne pour la partie optique, Safran pour la partie inertielle. Et le projet s'appelle Vision, il est financé par ADGA. Et il y a très peu de publications, parce que c'est forcément assez stratégique. Donc, les quelques photos que vous pouvez trouver sur Internet ont montré des essais au pic du Midi et sur des avions. Donc, ça veut dire pour l'instant, ils ne descendent pas en dessous de 3000 mètres. A priori, l'objectif, c'est d'équiper plutôt des aéronefs, des objets volants, missiles, etc., pour avoir du recalage ou de la position. Et comme il y a peu d'infos, ça reste des interprétations de ma part. Donc, je ne connais pas l'objectif en termes de précision, mais j'imagine volontiers qu'ils travaillent autour de la seconde. Aujourd'hui, la seconde, c'est un peu le seuil qu'on a du mal à franchir, sauf sur des télescopes, des applications très particulières en astronomie. Et donc, eux font de la sommation d'images à toute vitesse, et le projet avance bien, mais aussi peu de publications officielles. Un autre projet, français aussi, lui ne fait pas de sommation d'images, donc il va se contenter de faire un sextant automatique en quelque sorte. Et il a été testé en 2021, les collaborations continuent entre l'entreprise qui porte le projet qui s'appelle Sternav
et la Marine nationale. Donc, il y a eu plusieurs mois d'essais qui a permis de valider que le système fonctionne pour faire un point par jour, avec une précision qui va de 1 à 5000. Et la nuit, par contre, comme il y a plus d'étoiles, il peut faire plus de points. Et là, il y a une précision un peu meilleure, de 0,5 à 1,5 000 environ. Donc, ça reste comparable au sextant. On pourrait appeler ça un sextant automatique. Voilà. Il travaille toujours en visible. Et l'alternative, c'est de travailler dans l'infrarouge. Donc, c'est une voie qui est un peu délaissée. Encore une fois, il y a très peu de communication là-dessus. Et c'est la solution qu'on a voulu tester au laboratoire d'astrophysique de Marseille, avec des caméras fabriquées par un des ingénieurs qui les commercialise à travers l'entreprise First Light. Donc, vous avez là-haut le diagramme de détectivité de la caméra. Donc, on est entre 0,9 et 1,7 microns. Certaines ont un spectre un peu plus étendu. Et on va donc travailler sur les bandes J et H principalement. La bande K, elle est difficile à utiliser parce que la technologie InGaAs, elle s'arrête au milieu de la bande K. Et si on veut voir les étoiles, il faut observer une large bande pour avoir plus de flux. Donc aujourd'hui, c'est J et H qu'on a testé, sachant que I, on pourrait l'utiliser, mais on a vu tout à l'heure, il y avait peu d'étoiles. Donc on ne s'est pas trop focalisé dessus. L'inconvénient de ces détecteurs, c'est qu'ils ont des faibles définitions. La technologie peine encore. Autant tout ce qui est électronique, informatique a suivi à peu près la loi de Moore, autant un détecteur infrarouge, il est un peu en panne. On attend la rupture technologique qui va rattraper les courbes. Les pixels sont encore très gros, si bien qu'on ne peut pas avoir des champs très larges, ou bien on perd en précision angulaire sur chaque pixel. Et la température de travail, pour diminuer le bruit de lecture, on est obligé de descendre à moins 20, moins 40. Alors ça se fait facilement avec des technologies Peltier, 2 étages Peltier, ça tient dans la caméra. Donc c'est une contrainte qui va rajouter un coût, mais ça se fait très bien et ça reste robuste et emportable, transportable sur un véhicule. Le gros avantage, on a pu le tester, c'est qu'on détecte les étoiles aussi bien le jour que la nuit. Que dans ces bandes-là, on aura beaucoup plus d'étoiles observables. C'est un peu comme si vous faites un point avec des relèvements depuis un bateau. Au lieu d'avoir 3 phares que vous voyez péniblement sur l'horizon, vous en avez 300 ou 3000. Donc on a plus de précision potentiellement. Et une seule image suffit à voir des étoiles avec un temps de pause de l'ordre de la milliseconde. Donc il y a un potentiel terrible là-dedans. Le gros inconvénient, c'est encore cette faible définition, ces gros pixels. Alors on a fait des essais en février 2021. On s'est servi d'un télescope parce qu'il y avait des moteurs de pointage pour peut-être savoir ce qu'on allait regarder. Et on a collé sur le télescope la caméra que vous avez vue tout à l'heure et cet objectif 300 mm qui est en fait prévu pour du visible. C'est un objectif de chez Zeiss. L'inconvénient avec un objectif, même s'il n'est pas cher, c'est que comme il est fait pour le visible, il va absorber une partie des photons en infrarouge. Il va faire des réflexions entre ces lentilles ou dans ces lentilles. Et il va absorber beaucoup de flux infrarouge. Alors justement, c'est celui qu'on voulait observer. Mais malgré tout, ça nous a permis d'observer déjà quelques étoiles. Je vais vous montrer des photos après. Et on est en train de préparer un autre essai. Donc on vient d'acheter un objectif infrarouge 300 mm aussi. La lentille extérieure l'a fait 10 cm pour capter beaucoup de flux. Et on attend d'ici un mois 2 filtres qui sont vraiment taillés précisément parce que là, le filtrage était assez grossier. On s'était servi des spectres de détection de la caméra vers les bords des filtres. Du coup, on avait un peu d'éblouissement, etc. Donc, on attend ces deux autres filtres, bande J et bande H, pour pouvoir refaire des essais. Et l'idée, c'est d'aller voir jusqu'à quelle limite on peut observer les étoiles. Parce que chaque fois que vous ajoutez 1 à la magnitude, vous multipliez en fait par 10 le flux, et en fait par 10 ou 100, parfois, le nombre d'étoiles détectables. Donc ça, c'est pour la fin de l'année. Et alors, j'arrive pas à mettre en route le film. On avait en fait enchaîné les images pour faire un film, mais il ne semble pas se démarrer. Tant pis. Donc là, on voit l'étoile Capella. Donc là, il n'y a aucun traitement d'image. C'est uniquement ajustement d'histogramme, contraste et luminosité. Étoile Capella, il y en a 3 qui sont visibles comme ça dans le ciel, en domaine visible. Par contre, dans le domaine infrarouge, il y en a 35 de la même luminosité en bande J et 90 en bande H. À côté, c'est l'étoile Vega, donc celle qui sert de référence pour la luminosité et le calcul des magnitudes. Il y en a 39 de la même luminosité en visible. Par contre, si on passe en infrarouge, il y en a 149 ou 225 selon la bande J ou la bande H. Là aussi, bande J, bande H, pour l'instant, on va essayer que l'une ou que l'autre. L'idéal pour avoir encore plus de flux, après, c'est d'acheter un filtre qui passe 2 bandes à la fois. C'est plus cher, mais alors si on double le flux, potentiellement, on peut encore aller chercher d'autres étoiles plus nombreuses.
Ouais, donc la suite de l'histoire, c'est ces tests, vérifier un petit peu jusqu'où on peut aller, et puis surtout intégrer ce capteur optique avec un capteur inertiel. Donc pour la partie inertielle, on est dans un domaine un peu étonnant où d'habitude les centrales inertielles sont vendues avec des performances comparables pour les accéléromètres, qui sont très bon marché, et pour les gyros, qui sont très chers. Et là, nous, on a besoin d'un inclinomètre, un accéléromètre qui va être très précis et qui va lisser ces mesures avec des gyros qui peuvent être très peu chers. Donc ça permettrait d'avoir des prix de centrale inertielle beaucoup plus intéressants que ce qui aujourd'hui est vendu sur le marché, où on a des performances à peu près comparables. Voilà, je vous remercie. Vous avez jeté les couvertures nuageuses, les rideaux de pluie quand on est dessus, là, qu'on observe le ciel. Alors effectivement, c'est une grosse contrainte parce que comme on travaille en visible, on est contraint par ce que l'atmosphère nous laisse voir. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec différents outils. Une caméra plein ciel. Aujourd'hui, au laboratoire, il y a des brevets sur des détecteurs courbes, c'est-à-dire qu'on a pris un détecteur de lumière, infrarouge, UV ou visible, et on l'a courbé, convexe ou concave, et ça permet de faire des objectifs qui voient plus bas que l'horizon, 10 à 20 degrés plus bas que l'horizon sur tout l'horizon. Et donc avec ça, au-delà de la veille qu'on pourrait faire sur les phares, les naufrages, etc., nous, on va vous en servir pour détecter où sont déjà les nuages. On va superposer cette information avec une simulation de transfert radiatif, c'est-à-dire comment l'atmosphère rayonne, sa luminosité du fond de ciel. Donc là, c'est une simulation, en fait, on voit le soleil, donc très lumineux autour du soleil, beaucoup moins ailleurs. Et ça va simuler aussi la transmission, si on a des informations sur les aérosols. Donc là, il y a des réseaux de capteurs, des traitements de données satellites qui sont disponibles gratuitement et sur Internet en quasi temps réel, avec des réseaux d'observation CAMS, par exemple, qui vous donnent des compositions d'atmosphère en aérosol, en chimique. Donc, si on tolère une connexion Internet, ça permettrait d'alimenter ce genre de modèle. Et enfin, une carte du ciel. Donc, quand on superpose toutes ces informations, là, c'est fait de manière visuelle, mais à terme, c'est l'ordinateur qui fera ça tout seul, évidemment. Ça donne en fait un catalogue d'étoiles pour la zone au-dessus de l'observateur, au-dessus du navire, qui dira quelles sont les étoiles intéressantes. Donc, on élimine tout ce qui est près du Soleil, on élimine tout ce qui est trop bas parce que la réfraction est compliquée à corriger. Voilà, donc, l'idée, c'est effectivement d'aller chercher des trous dans la couverture nuageuse, des fenêtres d'observation, pour continuer à observer le plus longtemps. Au développement de l'infrarouge, des capteurs infrarouges. Technologique, en fait, c'est une recherche un peu surprenante dans la mesure où on n'invente rien, on fait que utiliser ce qui existe et puis assembler pour tester. Donc aujourd'hui, technologiquement, il n'y a rien. Ce qui sans doute a freiné jusque-là cette recherche ou cette application industrielle, c'est le prix, parce que les centrales inertielles, si on veut travailler en visible, on a dit, sont très très chères. Hein. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, en l'occurrence, la caméra, je vous ai montré, c'est 30 000 euros. Le zoom, 10 000 euros. Chaque filtre, 7 000 euros. Et encore une fois, c'est parce que c'est des pièces uniques. Donc, si on passe sur une échelle industrielle, on peut diviser par 10. Quoi. Donc, d'un point de vue technologique, en fait, tout est sur étagère. J'ai absolument rien inventé. On fait que organiser des tests, en quelque sorte. Parler au niveau de la précision, je voulais dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir des pixels plus petits? Alors ça, c'est tout simplement que quand on fabrique les capteurs, les pixels qui sont fabriqués avec des couches d'indium, des couches de silicium, et puis derrière toute la chaîne de traitement électronique, on a du mal à réduire sa taille. Après, il y a une autre limite, c'est que la taille du pixel, on ne peut pas la faire plus petite que la longueur d'onde. Donc, quand on était en visible, on est entre 0,4 et 0,8 microns. En infrarouge, on est aux alentours de 1, 1,5, 2. Donc déjà, descendre sous les 2 microns, c'est pas possible. Et pour pouvoir échantillonner le signal, il faut au moins 2 fois la longueur d'onde. Donc descendre en dessous de 4 ou 5 microns, même si on pouvait technologiquement, ça serait sans aucun intérêt. Ok, merci. Merci.